Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, on a eu plusieurs discussions en off là, à savoir quel sujet. On allait faire d'ailleurs, parenthèse, à nouveau enregistrement fait en ce mardi 25 juillet, donc le classique mardi comme le veut. Toujours pas de la faute de Gab d'ailleurs, qui oui est dans un contexte d'études actuelles, mais je suis moins dans un contexte d'études avec des short deadlines. Qui font en sorte que j'ai moi-même repoussé. Là, donc, je prends le blanc à nouveau cette semaine, deuxième semaine de suite d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Mais bref, période plutôt active. Mais on enregistre tout de même. Tout ça pour dire que ça ne nous a pas empêché, effectivement, de parler en off de différents sujets. Vous allez rire parce que c'était uniquement des places au débat. Donc, on enregistre, il est présentement 10h22 PM, heure de Montréal, un Débattons. mardi. Et on est prêt, on est réchauffé pour lancer plusieurs débats. On a même déplacé un place au débat pour la semaine prochaine déjà, là, que vous allez entendre justement la semaine prochaine, assez intéressant, vous allez voir. On y va un petit peu moins clivant peut-être ce soir, là, mais tout de même, je pense qu'il y a un disclaimer quand même assez imposant, surtout pour le premier sujet, là, sans faire de spoiler au préalable. Mais je pense que le disclaimer vaut tout son sens. On sort un peu, on va dans des compagnies listées en deuxième partie très brièvement. Là, vous allez voir, le lien est indirect, là, mais je pense qu'il y a quand même un petit peu de politique en première partie qui vaut un disclaimer de ta part, Gab. Oui, donc déjà, premièrement, jeter les cartouches d'encre, les fusées cartouches d'encre sur notre ami JP pour le retard de Absolument, podcast. absolument, 100%. Vous faisiez ça ou pas au collège ou pas? Absolument pas. J'ai pris Ah, pour acquis qu'on était dans la même génération, mais je comprends pas trop de quoi tu me parlais à l'instant, mais non, mais j'acquiesce. ça c'était la référence franco-française, là, peut-être, là, mais moi j'ai le souvenir qu'on faisait ça, genre aux élèves qu'on voulait emmerder, on leur envoyait les trucs de cartouches d'encre. Donc, bref, c'est évidemment. euh, c'est une Plus blague, je ne le réalise, faites. plus je réalise que mon éducation était à l'américaine, hein. Soudainement, je pense que je vais demander mon passeport ricain. Je pense que je le mérite. euh, Non mais bon, trêve de plaisanterie, voilà. Donc ça c'était la première blague. Deuxième blague, effectivement, en fait, comme tu l'as bien dit, JP, on s'enligne vraiment pour des places au débat, en tout cas pour les prochains épisodes. Alors j'étais vraiment chauffé à bloc pour celui qu'on va faire la semaine prochaine. Ça va me permettre un peu de refroidir le fer là, parce que vraiment là, j'étais genre prêt à, genre ça a saigné là, clairement là. Donc ça attendra pour la semaine prochaine. Donc hâte en tout cas de vous en parler, mais c'est vrai que tu es revenu aussi avec un autre bon épisode, donc un autre bon pardon, segment, donc je pense que ce sera pertinent un peu de balancer, puis pas de faire en sorte que ma veine jugulaire, je sais pas comment on appelle ça, explose en tout cas. Donc ça va être riche, être intéressant, mais comme tu as dit, disclaimer, peut-être un peu moins financier aujourd'hui, d'ailleurs je pense que c'est une des premières fois qu'on va le faire, c'est qu'évidemment plus de rester courtois évidemment dans les commentaires, puis de dire effectivement que le point de vue qu'on va donner, bah, c'est notre opinion personnelle. Après, vous êtes libre évidemment de penser ce que vous voulez. Puis c'est votre liberté. On est en démocratie. Le but, c'est d'avoir ses propres opinions, puis de penser ce que vous voulez. Puis vous êtes libre effectivement de débattre, encore une fois, avec courtoisie dans les commentaires, puis de partager aussi vos opinions. Ça fera plaisir de vous lire, puis de pouvoir débattre avec vous le cas échéant. Mais comme on vous l'a dit, le but, évidemment, ça va être évidemment de partager notre opinion, mais de manière assez balancée, puisque pour le coup, sur le premier sujet, en plus, je n'ai pas d'opinion particulièrement tranchée. En fait, les deux camps, souvent, qui vont être... je pense que je dévoile vraiment trop, là, donc on est prêt à lancer le premier segment. Qu'est-ce que t'en penses, JP? Absolument. Donc, commençons avec le premier des deux. Place au débat. Parfait. Donc, vous allez voir, les deux, d'ailleurs, place au débat seront un peu sous un format de questions là, pour bien lancer ça dans l'arène. Premier sujet, que se passe-t-il en Israël? Là, je vais faire un peu le topo d'actualité qui date quand même depuis le début de l'année, là, les premières discussions là, liées à cette réforme de justice qui devait passer devant le Parlement euh, et a été lancée, si je ne me trompe pas, là, depuis le début de l'année, là, autour de janvier, mais a été votée et a entraîné là, une espèce de remontée là, de l'opposition sociale et populaire là, avec justement le vote qui était tout récemment. Netanyahou, là, comme à l'habitude, le premier ministre israélien, là, qui a réussi à faire adopter un article dans sa réforme judiciaire, justement, là, qui vient limiter le pouvoir des juges là, de la Cour suprême, principalement au niveau de la capacité de la Cour suprême d'invalider
certaines décisions qui sont prises au Parlement, là, donc c'est un renforcement des pouvoirs des élus si on peut dire des instances politiques versus les instances judiciaires. Euh, je viens de dire ça et j'avoue qu'on voit très bien qu'on se situe dans un changement d'un État démocratique vers tu sais, un petit peu les balises d'un État un petit peu autoritaire, là. C'est sûr que Netanyahou n'était pas non plus carte blanche, si on peut dire, dans les dernières années, là, même de la vie directement des Israéliens au niveau de ces politiques, là, on semblait une petite dérive là, qui sortait un peu du contexte démocratique parfait, même si Biden et compagnie continuent de mentionner à quel point l'union démocratique israélienne et américaine est importante et significative, nanana, là. Mais clairement qu'il y a une petite tendance vers la droite qui se situe déjà chez Netanyahu à la base dans ses politiques, mais avec le genre de réforme, dès qu'on limite un peu la capacité des cours et de la justice de pouvoir euh, mettre en place le droit, là. Je le mentionnais en blague au début, mais c'est une limitation de l'état de droit en faveur de l'état de droite, là, pour ne pas faire le mauvais jeu de mots que j'ai, oui, absolument répété au moins une fois avant de partir de l'épisode. Mais tu sais, on se rend compte présentement aussi que Netanyahou se retrouvait avec certaines oppositions également, je pense, judiciaires là, contre lui-même et même contre un de ses députés là, pour fin de. Je pense que sur le député, c'était fraude fiscale, là. Il a fallu qu'il le démette de ses fonctions dans les derniers mois également. Donc Netanyahou se retrouve aussi un petit peu ciblé par des enjeux avec la justice et soudainement, il met en place quelque chose qui permet, encore une fois, de renforcer le Parlement. Est-ce qu'il peut utiliser ça pour blanchir justement ces potentielles accusations ou ces mises en étude, peut-être. Donc, on se retrouve encore une fois là, avec une problématique. Ça a passé, là, le texte de, je pense que c'était lundi là, que ça passait. Les 64 députés de la coalition de Netanyahou ont bien évidemment voté en faveur et ça a passé. Mais tu sais, les partis de cette coalition-là sont membres, entre autres, des groupes de juifs qui sont ultra-orthodoxes et de l'extrême droite en partie également, en plus des députés du parti de Netanyahou, là. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu inquiétant. Je sais que Gab, tu voulais parler aussi plus globalement de la trame d'Israël, là, sans parler de cette réforme-là et de ce qui amène probablement des personnes dans la rue. Il y a bien évidemment beaucoup d'arrestations liées à ça, la montée populaire face à la décision et à la réforme qui a été faite. Par contre, c'est sûr qu'Israël également a quand même une certaine politique et je pense que c'est là où il faut faire attention, encore une fois, dans les débats et les commentaires au niveau de ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Donc, je pense il y a beaucoup de choses qui sont problématiques présentement dans la manière dont Netanyahou gère et c'est là, comme dans tout contexte d'ailleurs et dans tout pays, euh, qu'il est intéressant de voir qu'est-ce que ce genre de montée-là, qu'est-ce que ce genre de décisions-là qui ne font clairement pas l'unanimité peuvent amener là, dans une éventuelle situation où Netanyahou ne serait peut-être plus au pouvoir ou pourrait être challengé dans son pouvoir et dans sa mainmise qu'il a sur Israël présentement. Je soulève beaucoup de points, mais le point central, c'est on a présentement clairement des problématiques au niveau de favoriser la politique versus la justice et le barreau israélien, même je pense que les médecins font la grève, donc il y a plusieurs personnes de savoir dans le pays qui s'opposent très farouchement là, à cette décision-là. Donc, on verra qu'est-ce qui va s'en suivre, mais c'est certain que dans un contexte où un gouvernement prend une espèce de petite tangente, entre guillemets, autoritaire, c'est très rare qu'ils vont soudainement revenir sur la décision pour dire oui, non, désolé, on s'est trompé, on a fait une erreur, là, ça marche pas du tout, on est une démocratie, là. C'est sûr que ça pourrait être un petit peu douteux si ça revenait en arrière. Donc, j'ai personnellement des doutes. Mais encore une fois, et tu en parlais, je ne suis pas non plus la personne la mieux placée pour donner une opinion justifiée. Je pense que Gav a vraiment plus de points à ajouter là-dessus, plus globalement sur le contexte. Non, bah c'est vrai que comme tu l'as dit, le contexte en Israël est particulièrement électrique, hein, parce qu'on sort effectivement, comme tu l'as dit, avec la dernière élection qui date de l'année passée où Benjamin Netanyahou, surnommé Bibi, hein, d'ailleurs, donc soyez pas surpris si on entendait parfois le nom dans les médias Bibi Netanyahou, c'est son surnom, bah c'est son retour en fait en force, hein, sur la scène politique après quelques années où faut avouer que le système politique était un peu plus dans une situation un peu plus complexe en Israël. Rappelons un peu le fonctionnement du système israélien, mais c'est assez simple, c'est que c'est un régime parlementaire avec un système proportionnel. Et là, vous avez tout de suite compris et fait des rapprochements avec d'autres pays qui fonctionnent avec des systèmes proportionnels, mais c'est-à-dire que ça ne marche pas. Pour une raison simple, c'est qu'il y a une très grande instabilité politique en fait. Souvent, les gouvernements se forment sur un système d'alliance où il faut aller chercher en fait des voix
à partir à gauche ou à droite de l'échelon politique où tu te trouves. En sachant que Netanyahou est quand même considéré comme un candidat, je pense, plus de droite, conservatrice, sans pour autant être effectivement de base un candidat d'extrême droite. Mais il est arrivé qu'en fait, en ce moment, bah, c'est le gouvernement le plus à droite qui ait eu depuis, depuis Ben Gourion, donc la fondation de l'État d'Israël. Donc, en tout cas, la fondation d'État d'Israël, selon les Israéliens. C'est pour ça que justement, c'est toujours très compliqué justement de parler de ce sujet-là aussi, parce qu'évidemment, toujours en parallèle, et ben, évidemment, le conflit israélo-palestinien qui se passe. Donc, c'est vrai que c'est un gouvernement très à droite, comme tu l'as dit, un contexte où tu as une montée en fait des orthodoxes qui sont devenus de plus en plus puissants en fait dans la société israélienne et qui arrivent en fait à des postes clés de l'administration. Rappelons effectivement que les juifs orthodoxes, bah, leur différence majeure, c'est qu'en fait ils sont au niveau de leur rite effectivement, et c'est un peu différent puisqu'ils ont une façon, on va dire, de vivre qui est pas exactement le modèle de l'État d'Israël, comme on voit par exemple quand tu vas effectivement à Tel Aviv aujourd'hui. Bah, c'est une ville extrêmement moderne, tournée évidemment sur l'Occident. D'ailleurs, c'est une des Silicon Valley en fait du Moyen-Orient, hein, puisque c'est une ville qui est extrêmement riche, liée au secteur technologique, des biopharmaceutiques, etc. Et ben, c'est une vision, on va dire, un peu rétrograde, on va dire, de la société. Où d'ailleurs, je voyais des documentaires, puis je vous invite à en lire là-dessus. Mais rendu là, c'est votre et il faut quand même respecter leurs croyances, hein, je veux dire, c'est leur choix aussi de vie. Mais où tu vois, par exemple, que c'est des hommes, par exemple, qui doivent. Les hommes ne travaillent pas, c'est les femmes qui ont l'obligation de travailler. Donc c'est un peu. C'est quand même assez. C'est quand même particulier, quand même, comme société. Mais tu vois, c'est tout un espèce de système, on va dire, politique qui fait que, bah. On se pose des questions. Alors évidemment, la gauche, donc le gouvernement précédent de Monsieur Lapide, qui a été Premier ministre pendant à peu près 6 mois avec un gouvernement qu'il avait fait en alliance avec Naftali Bennett, et bien fait que en ce moment, bah, la gauche s'est fait renverser. Donc là, en ce moment, ils sont évidemment à genoux, évidemment. Et cette réforme constitutionnelle aussi s'inscrit effectivement bah, dans cette politique de droitisation d'Israël qui est de plus en plus visible. Alors, je connais pas non plus les détails de la réforme en détail, puis c'est pas non plus mon job parce que moi, le but étant ou en ce moment d'être plus à haut niveau, de savoir qu'en ce moment il y a beaucoup d'instabilité, effectivement, d'un point de vue politique. Et s'ajoute à cela évidemment des fois des regains de tension partiels, hein, qu'on voit avec le conflit israélo-palestinien. Tu vois, tu as vu il y a quelques semaines, par exemple, des affrontements dans en Cisjordanie où l'armée israélienne est rentrée en fait dans les territoires dont elle a, qui sont sous contrôle partiel de l'autorité palestinienne. Donc, des contrôles, je crois, que s'appelle la zone B en fait, selon les accords d'Oslo. Donc, c'est les zones où l'autorité palestinienne est maître en fait du gouvernement, en fait, par exemple l'éducation, santé, etc. Mais n'a pas le contrôle militaire et le contrôle de la police, par exemple, dans ces lieux-là. Et c'est vrai que là, c'est là où il y a eu parfois des affrontements entre police israélienne et l'armée et des militants évidemment pro-palestiniens. Donc, je sens qu'il y a parfois des remontées de tension qui sont quand même assez présentes dans les territoires de la Cisjordanie. Et évidemment, bah, toujours la tension qu'il y a, mais bon, ça n'a jamais arrêté depuis le début, depuis mi-2000, bah, c'est avec la bande de Gaza, avec le Hamas qui continue effectivement de faire des pressions. Et en plus, je rajoute un dernier point, puis peut-être que JP, après, tu pourras relancer effectivement là-dessus, et ben, c'est que les tensions géopolitiques dans le Moyen-Orient sont au plus élevées depuis, comment dire, un bon bout de temps. On voit que le régime syrien, par exemple, a repris de la force, puisqu'il a commencé à reprendre des renégociations avec le gouvernement turc. Donc les deux gouvernements, maintenant, il y a une normalisation des relations qui a été faite. L'Iran, après avoir eu quelques complications avec les fameuses révoltes, protestations de Ashraf Amini, là, pardon si je le prononce mal, là, Masha Amini, pardon, eh ben, on n'entend plus vraiment parler, hein. La junte iranienne a repris du poil de la bête et on sait que l'arc Syrie et Iran reste très fort. Donc c'est vrai que
c'est quand même un point d'inquiétude effectivement dans la région et on sait qu'ils sont alliés évidemment de l'autre côté avec le Hezbollah libanais, puis évidemment le Hamas, donc la bande de Gaza. Ce qui fait que Israël est au milieu de cette zone-là et se sent effectivement un peu évidemment en danger. Et on sait que c'est la politique d'Israël est assez belliciste parce qu'effectivement, ils se sentent. Déjà, il y a le mouvement sioniste, évidemment, qui est très important. Ça fait partie, effectivement, de la politique officielle de l'État israélien, qui est critiquable ou pas. Selon le droit international, c'est critiquable, en tout cas. Euh, donc, il y a tout cet ensemble, cet engrenage, pardon, de différents facteurs qui fait qu'en ce moment, le pays est au bord de l'explosion. Donc, tu l'as dit, des centaines, je crois que c'est l'ensemble des médecins du pays qui sont à l'arrêt de travail. Donc, qui font qu'ils décident, non, on se repose effectivement à une droitisation, à une dérive en fait autoritaire du gouvernement, où en fait la Cour suprême, qui est quand même l'organe dans la plupart des démocraties qui régule à ce que l'on prenne des lois qui ne soient pas contraires à la Constitution et à l'esprit de la Constitution, soient adoptées. Et je pense que dans un État de droit qui se vaut, avoir un pouvoir judiciaire indépendant et fort, je pense que c'est déjà une des clés, évidemment, de la démocratie qui est important. Et on voit que, d'ailleurs, on l'a vu dans les pays où il y a eu un affaiblissement du pouvoir judiciaire, le meilleur exemple étant les États-Unis d'Amérique. Peut-être que tu partageras mon opinion ou pas, JP. On voit qu'il y a eu des dérives, on va dire, autoritaires qui se sont faites. Et donc, c'est important d'avoir cet organe indépendant et c'est important il y ait cette indépendance qui fait que tous les pouvoirs soient pas liés entre eux et qu'il n'y ait pas une seule personne, c'est le cas dans les régimes autoritaires, qui contrôle le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire en même temps. Exact. Puis tu sais, je pense un des points aussi qui est important à soulever, tu l'as dit, les États-Unis, on parlait également, on a fait un épisode sur le Brésil à l'époque, là. Il y a quand même des États, c'est sûr que le gendarme qui vont s'autoproclamer là, du monde, les États-Unis vont souvent avoir été bien placés dans le passé pour reprendre des États qui étaient un petit peu en dérive démocratique. Maintenant, ils ne le sont plus vraiment. Depuis Trump, depuis ce qu'on a connu en janvier 2019-2020, j'oublie la date exacte, les années passent trop vite, mais c'est sûr qu'Israël ne peut pas nécessairement être repris par les États-Unis d'Amérique. On sait qu'à l'époque, la présence également américaine au Moyen-Orient était élevée. Tu disais, il y avait beaucoup de problématiques avec le conflit lié à l'Iran et tout. Présentement, oui, il y a des problématiques, oui, il y a des révoltes sociales et populaires dans certains pays et toujours les mêmes conflits entre également pays frontaliers globalement dans le Moyen-Orient, c'est pas ça qui manque. Mais il n'y a pas non plus un contexte critique pour globalement la stabilité du Moyen-Orient qui impliquerait que les États-Unis devraient reprendre une position plus ferme. Je ne crois pas que c'est forcément nécessaire. En fait, l'ingérence américaine, ce serait un bon sujet à faire, on pourrait dire, là. C'est pas parce que je suis Canadien, en fait, je constate qu'on subit un peu l'ingérence américaine aussi à un certain degré, là, mais je ne vois pas ça comme étant la solution miracle. Mais à l'époque, qu'est-ce qui amenait justement un certain baromètre au niveau du maintien de la démocratie, ou du moins de sanctions contre les États, entre autres au Moyen-Orient, qui se désalignaient complètement d'une démocratie, comme l'Iran, par exemple. C'était les États-Unis, c'était les Américains. Mais maintenant, je pense que, on l'a dit, les États-Unis ne peuvent plus vraiment représenter une démocratie très forte. Et deux, je pense que Biden également a beaucoup d'autres problèmes à gérer. Un, la relation avec la Chine. Deux, la Russie. Et trois, il y a quand même des élections qui s'en viennent et ça se produit pas très très bien. Donc c'est sûr que je pense que l'emphase, et c'est là où on se rend compte aussi que ce qui se passe en Israël, est-ce que ça a été si documenté que ça, sachant que les discussions qui ont finalement amené à la réforme toute récente, ça fait longtemps que c'est en place. C'est pas quelque chose qui s'est réellement présenté au niveau des pays de l'Occident. Donc c'est là où je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose, sauf s'il y a vraiment une remontée populaire là, et des problématiques qui peuvent être plus élevées envers les droits de l'homme. Et là, Gab, je sais que tu peux regarder avec des gros yeux, mais je pense que c'est un petit peu la conclusion que j'ai. Euh, je sais pas si tu avais d'autres points à ajouter, là, mais moi j'ai pas mal C'était, le tour. c'était drôle de la façon dont tu as dit on ne peut pas rien faire avec un accent, ce que j'appellerais giscardien, d'ailleurs, un peu. Euh, Ouais, c'est. Excuse-moi, mais c'est bon. En tout cas, mais c'est vrai que je suis d'accord à 100% à ce que tu as dit, hein. C'est vrai que le contexte fait qu'en ce moment, c'est compliqué. Euh, Ce qui est intéressant, par contre, c'est vrai que bon, et puis ça, il faut faire un retour quand même un peu historique, mais
faut noter quand même que Netanyahou est déjà le premier ministre qui a eu duré le plus longtemps, à mon souvenir, après Ben Gourion. Je crois que c'est le premier ministre qui a eu en fait la plus longue tenure entre ces différents mandats là. Bon, il y a eu entre-temps, il y a eu Ariel Sharon aussi qui avait fait évidemment un mandat. Puis bon, on a parlé du fameux des vice-premiers ministres là, donc des derniers gouvernements là, qui était un rôle assez absurde avec Yair Lapid et Naftali Bennett. Mais donc, ça fait quand même longtemps qu'il est là au pouvoir, hein, quand même, le Netanyahou. Et il faut avouer qu'il a quand même réussi un exploit, on va dire, d'un point de vue géopolitique. Et ça, c'est quand même à son crédit. Ben, c'est les fameux accords d'Abraham, hein. C'est vrai que euh, durant la période Trump, évidemment, c'est vraiment que Trump a quand même facilité, évidemment, cette fameuse signature des accords d'Abraham euh, entre Israël, je crois que c'était Bahreïn et les Émirats arabes unis, qui ont permis la normalisation des relations. Puis évidemment, le Maroc, je crois, était dedans. Eh ben, il faut avouer quand même que c'est lui qui a été à l'origine, hein, de tout ça. Donc, pour le coup, faut rendre à César ce qui appartient à César. Et c'est vrai que quand même, ce qu'on souhaite à la fin, c'est quand même à ce que la paix soit effective, effectivement, dans cette région qui est si particulière. Moi, personnellement, j'aimerais bien, effectivement, visiter, mais c'est vrai qu'il y a encore énormément de tensions et qui fait que, en ce moment, la position parfois du gouvernement israélien, même en tant que franco-canadien, on va dire ça comme ça, est assez compliqué à comprendre parce que bon, nous, ce qu'on veut, c'est que finalement, bah, les Palestiniens aient leur endroit où ils puissent vivre en paix et puis qu'ils puissent se déplacer de manière relativement simplifiée. Mais en ce moment, la situation, en tout cas, la perspective d'un gouvernement Netanyahou plus puissant fait un peu peur sur la position palestinienne aussi. Donc, faut comprendre ces deux points de vue, la position israélienne, la position de, des États-Unis, la position de la France, par exemple, la position canadienne, bon, c'est un peu la même que celle des Américains, on ne fera pas de jeu de mots là-dessus. Oui, non, certes. Donc, il faut voir, et puis évidemment, la position des pays arabes, parce que eux, dans leur perspective, bah, évidemment, un Netanyahou plus fort, bah, c'est un Israël plus fort, et eux, ils veulent pas vraiment ça, quoi. Tu vois, eux, ce qu'ils veulent, bah, c'est que, évidemment, la Palestine soit, et en tout cas le peuple palestinien qui existe, et, bah, et suffisamment de droits, évidemment, et sa terre où habiter. Donc, c'est tout un tas de réflexions qu'on a fait, en tout cas dans ce premier segment, et j'espère que ça vous a plu. Puis, je pense que JP, t'as raison, on peut rendre l'antenne, en tout cas pour ce premier. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument, pour remettre à nouveau une nouvelle arène, cette fois-ci, là, dans le second Place au débat. Parfait. Donc, deuxième sujet, on l'avait mentionné, là. Je suis arrivé un petit peu de nulle part avec ça. J'étais en cours ce week-end et un sujet que j'ai discuté en de long et en large avec certains collègues répartis un peu partout sur le continent américain a amené quand même quelque chose que je trouve intéressant. Puis, tu sais, j'aimais également avoir plus l'avis de Gab là-dessus. Euh, et je vais l'introduire. Et Gab, tu me coupes à un moment donné parce que je pourrais en parler probablement pendant 6 heures. On l'a nommé, encore une fois, la question, et c'est Gab qui a soumis la question. Ça reste pertinent, mais ça m'ouvre la porte vers une explication. Là, c'est va-t-on vers une ubérisation du monde ou de l'économie? C'est parler un petit peu de l'économie du partage. C'est un mix entre l'économie du partage et les enjeux que vont amener tout ce qui est la transformation digitale dans le monde du travail, ou ce qu'on peut également appeler le de-skilling, là, mais le fait qu'il va y avoir dans le temps et de manière beaucoup plus massive, parce que c'est déjà quelque chose qui est extrêmement amorcé, que ce soit avec l'IA, que ce soit avec justement les technologies digitales, on peut en voir dans plusieurs types d'emplois qui sont relativement répétitifs, qui peuvent être remplacés. Donc, on va se retrouver avec un bassin de personnes qui vont être appelées à devoir se retrouver de nouveaux emplois, soit avec une formation enrichie pour aller justement dans des genres de postes qui vont être upskilling, ou tu sais, de pouvoir justement faire d'autres types d'emplois qui ne vont pas être immédiatement remplaçables par le monde de l'IA et par le monde de la digitalisation. Par contre, on risque de se retrouver encore une fois avec un problème relativement énorme au niveau du unemployment, pour utiliser le terme en anglais. Là, je sors de mon cours en anglais, clairement, je vais utiliser beaucoup d'anglicismes. Chômage, Euh, le chômage, chômage, chômage. Mais on se retrouve effectivement avec une logique où peut-être que l'économie du partage et les compagnies comme Uber vont devenir, et je le disais, là, vont devenir la pierre angulaire, et encore une fois un autre anglicisme, là, mais le backbone de ce qui va être là, l'emploi du futur. Parce que, on en parlait en off, Uber ne fait pas un sou présentement.
Par contre, la capacité de n'importe qui n'a pas d'emploi, de pouvoir décider de s'embarquer et de juste commencer à faire des rides sur Uber ou de faire des livraisons, peu importe, c'est fréquent. Je donne un exemple. J'étais en vacances au début de l'année à Miami, puis mon chauffeur était, un de mes chauffeurs qui m'a amené de Miami Beach vers Miami downtown, était dans sa BM, venait de perdre son emploi dans de l'import-export. Oui, tout le monde fait, faut croire, de l'import-export à Miami, ça c'est un autre running gag. Mais ça reste que le mec venait de perdre son travail. Qu'est-ce qu'il faisait pour arrondir les fins de mois pendant qu'il cherchait? Il faisait des entrevues littéralement au téléphone pendant qu'on faisait la ride de 45 minutes sur les freaking ponts de Miami Beach. Donc tout le monde peut faire ça. Et c'est un peu là où on voit, au travers des différentes industries, les compagnies de ce type-là qui ont une technologie, qui ont une capacité de lier un besoin, une proximité avec une personne et un utilisateur, peut devenir quelque chose qui remplace encore une fois beaucoup de problématiques liées au fait que sans ça, ben, on s'entend que la société et les gouvernements vont avoir un beau problème devant eux s'il y a, encore une fois, des millions et des millions de personnes qui se retrouvent soudainement avec sans emploi et que la perspective, c'est pas, mais ces emplois-là vont revenir. C'est pas comme le chômage actuel où c'est très cyclique, très lié à l'économie, puis c'est des hauts et des bas. Là, c'est des emplois qui ne vont juste jamais être retrouvés parce que technologies vont nous avoir amené à un point où c'est plus du tout requis, c'est plus du tout efficient, et même en fait les compagnies qui les ont implémentés ont des bénéfices significatifs de ne jamais retourner vers des humains. Donc c'est là où cette question-là est intéressante. Uber est un autre très beau cas, parce que également un de mes collègues avec qui j'ai eu des discussions était au Brésil, puis Uber est une compagnie qui est énorme au Brésil dans le même contexte. C'est déjà maintenant dans ce pays-là qui est énorme et qui fait partie des pays en développement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça n'empêche pas que Uber ne fait encore une fois pas beaucoup d'argent, mais ça reste que c'est quelque chose de très solide en termes d'emploi. Euh, donc, c'est un peu là où moi je trouvais intéressant la trame de voir ben, quel est l'avenir, quelle est cette ubérisation, cette économie du partage. Est-ce que c'est vraiment ce qui va permettre d'éviter les contraintes et le côté négatif pour l'emploi de la digitalisation? Et comme je le mentionnais, c'est pas quelque chose qui va se produire dans 25 ans, là. C'est quelque chose qui est déjà en place. Le fait que ChatGPT peut faire n'importe quoi, j'en parlais dans l'épisode passé, là, mais Gab qui fait n'importe quelle connerie en créant des images lorsqu'il dort pas la nuit, qui fait des mix d'images de Macron sur un drapeau, je sais pas trop quoi, etc. Là, c'est fascinant quel genre de truc il peut s'occuper, mais ça reste que c'est ça. On est rendu dans un contexte où c'est déjà disponible. L'utilisation dans le contexte commercial est déjà en place, puis ça va que s'amplifier. À un certain point, il y a juste la logique sociale que ces emplois-là ne peuvent pas être coupés de manière imminente. Mais si des compagnies comme Uber et des compagnies dans l'économie du partage peuvent justement compenser ça pour rendre le fait que quelqu'un qui n'a plus d'emploi au moins ne devient pas quelqu'un qui ne peut plus travailler, mais quelqu'un qui peut simplement essayer pendant une période. Encore une fois, on espère qu'il va y avoir du upscaling. On va espérer que les personnes puissent justement aller enrichir leurs connaissances et leur expertise et leur capacité, leurs habilités pour justement trouver d'autres emplois qui ne vont pas être éliminés par la technologie sur une base imminente, peuvent quand même se retrouver avec des revenus et ne font pas partie justement d'un chômage qui serait élevé. Sinon, ben, on s'entend, il y a plusieurs économistes, et on salue encore une fois tout le monde, tous nos chers amis économistes, mais on va avoir beaucoup d'économistes qui vont se gratter la tête beaucoup avec le fait que, ben, ok, c'est pas cyclique là, aussi facilement qu'on le pensait, ce fait un magnifique taux de chômage, là. Alors, pour punir JP pour ses anglicismes, je vous propose de lui lancer des mini cartouches en fusée. Juste- Et oui, Mal- certes. J'avais ce fou rire pendant la moitié du temps que tu parlais. Je suis vraiment désolé. Mais euh, non, c'est ce qui est. Alors, je trouvais ça intéressant en fait quand tu m'as proposé le sujet parce qu'au début j'étais genre oula, de quoi on va parler en tout cas sur la ubérisation. Mais c'est vrai que c'est un. En tout cas, avec les dernières nouvelles on voit avec l'intelligence artificielle, je voulais penser à ça. En fait, l'autre fois, je t'écrivais, je sais plus ce que je demandais. Je pense que ça, j'avais besoin d'une illustration d'un truc, puis j'avais demandé à ChatGPT de m'en faire un. Et je t'ai envoyé par SMS. J'ai dit, ah, putain, ce type-là, il va tous nous faire virer. Mais c'est vrai que c'est terrible, mais en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, on va aller plus dans une société, comme tu l'as dit, avec un marché du travail qui va être complètement chamboulé, en fait, notamment par l'IA, mais comme tu l'as dit, peut-être l'arrivée évidemment de plateformes, d'outils qui vont changer la façon dont on travaille. Je pense qu'effectivement, tu l'as dit, le micro-tasking, ça va être un. Là, encore une fois, là les mini les cartouches d'encre, maintenant c'est sur moi, là, je les sens déjà à se coller, là, que t'arrives pas à les enlever. Euh, euh, c'est donc des micro-tâches, pardon, donc avec effectivement plus
où tu seras spécialisé effectivement beaucoup plus dans un domaine. Alors, des domaines, on va dire, beaucoup plus où tu as un impact concret versus une technologie avec une intelligence artificielle. Mais je pense par exemple dans le coding, dans les compétences, on va dire, purement en fait de réflexion humaine où l'intelligence artificielle peut effectivement proposer des outputs, mais peut pas non plus prendre des décisions, tu vois, d'affaires qui sont purement et stratégiques, etc. Mais ça peut effectivement t'aider. Je pense qu'on va dans une société qui est comme ça. Je pense que le deuxième point, et ça je pense que tu l'as bien dit, c'est un point qui est très notable dans l'ubérisation, et ben c'est la précarisation du contrat de travail. Ça fait très, d'ailleurs, conférence de sociologues réunis dans un amphithéâtre universitaire à débattre comme ça, mais En fait, on est c'est sur le point de lancer un segment RH pour la première fois de nos vies, je pense non, qu'on ou un segment, je sais pas, philosophie, anthropologie, là, en tout cas, c'est un peu ça, là, mais sociologie de l'entreprise, j'ai envie de dire. sociologie de l'entreprise, enfin bref, c'est un peu... pardon, en tout cas, si on diverse, mais je trouve ça intéressant quand même, cette notion, évidemment, plus du contrat, risque d'être différent. Aujourd'hui, on est payé, enfin, la plupart des gens sont des salariés. Le salariat, bah, c'est un contrat de travail qui te force à être avec un seul employeur et à produire une tâche qui t'est demandée. Dans la notion de contrat, bah, ça va être beaucoup plus le côté, un peu comme le côté des freelances, tu vois, où tu travailles pour une entreprise qui te paye sur une tâche particulière et qui te paye effectivement pour l'accomplissement de cette tâche-là. Donc c'est sûr que ce côté sécurisant du salariat, évidemment, risque probablement de disparaître, hein. Et puis d'ailleurs, tu as de nombreux économistes, d'ailleurs c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des économistes de gauche, pardon, de droite, mais c'est plus des économistes de gauche, comme par exemple Bernard Friot, qui vont beaucoup plus aller dans une logique et qui va nous dire, bon, bah, nous, ce qu'il nous faut, bah, faut changer en fait de système économique pour libérer le salariat, séparer la fonction salariat en fait du travail en fait, et rendre en fait au travail bah, plus la notion en fait de l'exécution d'une tâche en fait. Quelque part, le salariat ou le contrat travail, bah, c'est plus une invention en fait de la société capitaliste et non pas en soi en fait un facteur du fait si on travaille ou non, tu vois. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant, et puis tu vois, donc je trouve que c'est intéressant d'aborder évidemment des sujets qui sont parfois un peu plus loin effectivement de l'univers de la finance, mais nous comment on peut le voir effectivement, bah, d'un point de vue financier, ce qui est intéressant, c'est de le voir en fait dans une notion bah oui, l'entreprise va avoir une fonction de plus en plus importante, effectivement, puisqu'on voit que les entreprises privées ont pris une ampleur considérable dans nos sociétés. On vit avec elles de plus en plus tout le temps, en fait, quasiment. Elles sont toutes collées à nos smartphones sur lesquels on est malheureusement trop collé en permanence, mais elles ont accès à nos données, etc. Et il va falloir poser des questions, effectivement, dans les prochaines années. Est-ce que cette ubérisation, elle est bonne sur un point de vue humain? Bah, moi, je pense qu'il y a inévitablement des avantages, qui vont être des avantages de productivité du travail, parce que le travail va se rendre effectivement de plus en plus productif, notamment par l'intelligence artificielle. Mais il faut se poser évidemment les bonnes questions d'un point de vue de la sécurité de l'emploi, qui est quand même quelque chose qui est important en fait, quand on est effectivement employé. C'est peut-être des réflexions très profondes que je me pose à JP, mais je trouve ça intéressant peut-être d'avoir aussi ton avis pour relancer là. Ouais, puis tu sais, un des points que je voulais aussi ajouter, là, au-delà de bon, la logique que oui, des structures de compagnies d'économie du partage, il y a des problèmes. Même, je lance un point, puis encore une fois, on pourrait faire un débat là-dessus sur un épisode complet, là, mais tu sais, le volet RH de Uber, faut pas le cacher, c'est un algorithme. Si quelqu'un se retrouve avec des statistiques, des ratings et tout qui vont en-delà de certains benchmarks, et etc., là, en termes d'un ratio par rapport au nombre de courses et le nombre d'étoiles, peu importe qu'il reçoit, euh, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils vont dire que l'utilisateur est désactivé. C'est pas quelqu'un qui est mis à pied, là, tu ne peux plus maintenant être sur le volet d'offrir le service avec ta voiture tranquillement à faire tes livraisons ou à faire ton taxi. Tu es désactivé, tu n'as plus la capacité de pouvoir te connecter sur Uber en tant que salarié, entre guillemets. Donc, il y a énormément de problèmes. Comme on disait, on sait déjà que, bon, c'est pas les compagnies qui ont le plus de structure et de protection parce que théoriquement, ils vont dire qu'ils n'ont pas forcément d'employés, ils ont une technologie, nanana, bref, on connaît le truc et c'est ce qui a permis à Uber de pouvoir croître à l'international.
C'est sûr que ce genre de compagnie-là, c'est du pareil au même un peu partout. Puis comme je dis, la problématique, c'est que c'est algorithmique derrière tout ça. Il y a pas de gestion. Oui, il y a de la gestion RH, certes, là, mais le concret, c'est quelqu'un n'est plus un utilisateur, il est désactivé, that's it, c'est terminé, là. Donc, il y a cette problématique-là quand même qui reste très intéressante de voir si ça devient réellement le fameux backbone, comme je le disais, de l'économie de demain, là, pour éviter que le taux de chômage augmente en flèche. Euh, Reste que c'est pas nécessairement l'alternative la plus sociale et en termes de ressources humaines, c'est pas le mieux du tout, là. Donc ça, il y a un point là-dessus. Le point qui m'intéresse également, puis ça ramène sur le volet un peu plus financier de la chose et le marché financier de la chose, c'est, on l'a dit, Uber est une compagnie qui continue de pas mal performer au niveau de son titre, même si elle ne fait pas un sou lorsqu'elle sort ses résultats trimestriels et ses résultats annuels. Mais est-ce que les possibilités de croissance de cette compagnie-là, est-ce que la pérennité de Uber pourrait devenir dans la catégorie des too big to fail, entre guillemets, parce que soudainement, l'importance d'une compagnie comme Uber, l'importance de compagnies similaires dans d'autres industries, deviendrait significatif pour l'économie et pour la société? C'est intéressant de voir ça. Souvent, on pense aux too big to fail comme étant les banques qui sont hyper rentables, dorment sur une stabilité quand même assez notoire, mais que lorsque vient le temps d'avoir des trucs comme 2008, le gouvernement est là pour bail-out. Est-ce qu'on pourrait penser ça pour des compagnies d'économie du partage qui ne sont pas rentables? Ça reste quand même intéressant. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser aussi sur un axe très financier de la chose. Se dire, est-ce que ça pourrait soudainement offrir une perspective pour les investisseurs, entre guillemets, là, qui serait renouvelée pour une compagnie qui, au final, à un certain point, il faut tenir une compagnie imputable si elle n'est pas en mesure de faire du rendement. C'est beau être à Silicon Valley, puis c'est beau avoir une technologie. Ça reste que c'était pas rentable pendant des années. À un moment donné, c'est pas super intéressant pour les perspectives de croissance et donc le rendement de cette compagnie-là. Mais là, si il y a un intérêt social, est-ce que ça change en termes de perspective de croissance et en termes de pérennité d'une compagnie privée comme compagnie listée comme Uber? C'est quand même un point intéressant. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une question que j'avais également et qu'on a discuté, comme je le disais, ce week-end lors de mon cours. C'est intéressant. Je sais pas si tu veux closer, Gab, avec ton avis là-dessus, là, mais reste quand Non, même intéressant. bon alors, dernière blague, et après je promets, je me tais là, mais j'avais aussi un autre point là, mais en fait, JP vous a pas dit, mais après avoir parlé du syndicalisme à Hollywood de l'ubérisation du travail, il se présente comme président de la CGT. Donc, il En vous fait, annonce qu'il va en fait, brûler les... j'essaie d'avoir des points avec A aussi. Je vous l'ai pas dit, là, mais le prochain mois, ce que j'essaie de faire, c'est que A aussi me connaisse, là. Donc, oui, c'est en français, mais j'utilise des petits termes anglais par-ci par-là en espérant qu'elle nous écoute. On le salue, Alexandra. On va faire le prochain, ça va être dans l'œil d'un loup, Vladimir Lénine, c'est ça, ça va être ça. Excusez-moi, je voulais le sortir, mais bon. Donc, ah là là. Mais, En fait, tu vois, ce qui est plutôt ironique, c'est un des premiers fous rires, je pense, enregistrés dans l'histoire du ouais. podcast. Celui-là, je vais te le donner, elle était excellente. Elle était excellente. C'est pas ça, mais. Et bon, bref, c'est ça qui est assez drôle, effectivement, dans ce que tu mentionnais, quand même, c'est. Tu C'est pas faux, mentionnais, c'est hein. pas faux, ça reste pas Non, mais faux. c'est vrai que c'est pas faux. Comme dit, c'est très français, ça, mais. Oui, en effet, mais. Non, l'ubérisation, c'est sûr que ça pose des contraintes, effectivement. Je trouve encore une fois, comme tu as dit, de la précarité de la société. Et puis, cet effet qu'on appelle le chômage structurel, hein, je pense que c'est peut-être le dernier point, mais le chômage structurel, bah, c'est un vrai problème en fait. Même les économistes ont de la difficulté à trouver en fait une solution parce que on l'a dit, puis ça je pense que vous pouvez l'observer en fait dans les grands changements, les heures de grands changements technologiques ou des grands changements structurels, par exemple surtout quand il y a des changements au niveau des matières premières. Donc par exemple quand tu as des secteurs qui disparaissent. Exemple minier, il y a eu par exemple à Détroit, on avait fait un épisode, je trouve d'ailleurs là-dessus, ça fait un petit bout, dans l'industrie automobile qui avait disparu, et ben tu avais ce phénomène de chômage structurel qui se crée, et le chômage structurel, bah, c'est pas bon parce que non seulement, évidemment, t'as pas de personnes qui travaillent, mais ça crée comme un effet, évidemment, boule de neige en fait sur l'économie, parce que tu as les gens qui travaillent pas, donc qui consomment pas, et ça fait qu'effectivement la croissance économique ralentit. Donc c'est des problématiques qu'il faut se poser en fait, effectivement, quant à cet effet de chômage structurel et cette précarité de l'emploi. Donc c'est des problématiques qui vont être très d'actualité et je pense qu'aujourd'hui, bah, on a assez peu de solutions, même malgré que
Bah, la façon dont on peut le penser, et je pense que c'est ce que tu disais par contre avec... ça, c'est peut-être mon dernier point. Que tu disais avec le... Est-ce que c'est too big to fail? Moi, je pense pas, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de compétition. Le marché, en fait, quelque part, avec une offre illimitée, en fait, d'acteurs, en fait, dans le milieu de la... comme tu as dit, de la livraison de repas, mais on pourra en faire, par exemple, pour des services, par exemple, de transport, etc. Et ben, fait qu'il y a une compétition qui se fait naturellement, en fait, entre ces différentes plateformes, et souvent l'utilisateur et le fournisseur de services, en fait, vont... Si c'est pas avec Uber, ce sera avec une autre application. C'est un peu ça que j'essaye de dire, là, mais Uber, quelque part, est juste une plateforme qui permet de connecter un fournisseur de services et un client, tu vois. Mais au final, l'entreprise en soi n'est qu'un relais de passage. Mais tu l'as bien dit, effectivement, ils emploient des centaines de milliers de personnes dans le monde. Donc, c'est vrai que la disparition d'un acteur majeur, comme par exemple des applications mobiles, mais on a parlé d'Uber, mais ça pourrait être le même cas pour Airbnb, par exemple. Si un jour tu n'as plus de Airbnb dans le monde, bah, je pense que tu as des gens qui ont fait leur fortune là-dessus, sur se bâtir des empires d'appartements en location Airbnb, bah, qui se mettraient à mettre la clé sous le paillasson le lendemain, quoi. Donc, à savoir effectivement quel impact a pris cette économie du partage aujourd'hui dans notre société. Puis est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce que on essaie évitable ou non? Et si c'est pas évitable, bah, comment faire en sorte que la précarité créée en fait par cette économie bah, soit le moins visible, ou en tout cas le moins présent au possible, hein. Je ne sais pas si tu avais une autre conclusion Je à pense que ça conclut bien effectivement les deux Gabriel plateaux débat. 2023, Non, c'est mais ça. exact. Puis, tu sais, on l'a dit, c'est intéressant. Puis c'est un questionnement, comme tu l'as dit, il y a de la précarité, il y a du négatif à l'économie du partage, mais il y a quand même on entrevoit quand même du positif pour ce qui peut se produire. J'en parlais, puis tu ris presque à chaque fois, je le vois, mais tu sais, le contexte digital, faut pas l'oublier, hein. C'est exactement la base de ce que je suis fait endoctriner pendant 3 jours pour mon cours de ce week-end, mais c'est un peu ça. Si on ne voit pas venir des conséquences sur l'emploi, c'est qu'on regarde dans le passé. Il faut qu'on regarde dans le futur, puis pas arriver avec la problématique de soudainement une industrie complète qui se digitalise parce que les rendements, les revenus sont clairs. Faut qu'on soit prêt à le faire, et l'économie du partage présentement est un excellent buffer pour éviter justement une problématique de chômage majeur. Le chômage est super beau présentement, donc le monde ne va pas voir le problème et on ne va probablement pas agir, mais c'est quelque chose qui va arriver à un certain point. Donc intéressant de voir comment est-ce que l'économie du partage peut être mieux encadrée, tu l'as dit. Donc D'ailleurs, en passant, ce segment a été sponsorisé par Philosophie Magazine, donc je plaisante, hein, évidemment, c'est plaisant. Mais c'est, C'était un épisode très intéressant, donc j'espère d'ailleurs que tout le monde vous avez apprécié. Merci Gab, comme à fait l'habitude, pour plaisir. ta participation, surtout dans les places au débat, là, comme on l'a dit, c'est plus intéressant. On délie un petit peu notre langue par rapport à notre vulgarisation classique financière. Comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube, là, qui est notre plateforme clé là, pour les commentaires publics. Donc, dans un contexte justement de place au débat, n'hésitez pas à aller mettre votre opinion de manière courtoise dans la zone commentaires. Si vous voulez faire de même, mais de manière plus privée, Gab met dans la zone description l'adresse courriel du podcast. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez apprécié la vidéo, allez mettre un like. Également, pour les notifications, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche pour avoir les notifications en temps réel lorsque l'on publie. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, sur les plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, qui d'ailleurs augmente pour les premiums d'1$, mais c'est un autre running gag, et tout autre, Overcast, Deezer, etc. Donc, plateforme phare pour l'écoute, mais pas nécessairement pour les commentaires publics et privés. Donc, n'hésitez pas quand même, si vous avez apprécié la vidéo, à aller mettre un like et à aller mettre également un système d'étoiles ou peu importe en termes de gradation si vous avez apprécié le podcast plus globalement. Le référencement numérique nous aide grandement, mais également le référencement là, de bouche à oreille. Je le dis presque à chaque épisode maintenant. Mais c'est ce qui rend la communauté de plus en plus grande et ce qui rend également nos échanges de plus en plus intéressants. D'ici là, et d'ici à ce que, encore une fois, spoiler, on a un place au débat déjà qui vous attend pour la semaine prochaine, je vous souhaite tout le monde une très belle semaine. Bonne semaine tout le monde, salut.